La vie est apparue sur Terre il y a 3,8 milliards d'années. Depuis, le vivant n'a cessé d'évoluer. Il a dû sans cesse s'adapter à un environnement changeant, aux éléments et aux prédateurs pour survivre et assurer la continuité des espèces. La nature n'est pas une source inépuisable de matières premières. Elle est une source inépuisable de connaissances. Ce savoir nous est précieux. Il va l'être davantage avec les défis du réchauffement climatique et la pénurie des ressources qui s'annoncent. L'évolution des espèces est un processus très complexe. Celles que nous allons côtoyer ont bénéficié de millions d'années de développement et d'adaptation dans un véritable laboratoire à ciel ouvert. Aujourd'hui, nous avons les techniques nécessaires pour étudier les organismes jusqu'à l'échelle du nanomètre et même au-delà. Les nanostructures tiennent en effet une place importante. Elles sont à l'origine des propriétés permettant à la vie de se développer. Il ne tient qu'à nous de nous inspirer de ces stratégies. Faut-il pour cela découvrir ce qui a favorisé dans la nature une solution plutôt qu'une autre? Nous sommes au cœur des Pyrénées françaises. 2 scientifiques partent en observation des espèces locales afin d'étudier leurs nanostructures. Serge Berthier, physicien et spécialiste des nanostructures du vivant, et Bernd Schöllhorn, chimiste, nous ont invités à les suivre dans leur expédition. Partons avec eux sur les sommets pyrénéens afin de mieux comprendre l'échelle du nanomètre. Et oui. Ah, c'est beau. Quelle perspective. Nanomètre, c'est tellement... ça parle pas, quoi. C'est le milliardième de mètre. Alors, pour se rendre compte un peu, tu peux dire que le grain de sable, là, on dit qu'il fait 1 millimètre. Les montagnes à l'horizon, 100 km. Ben, le rapport du nano au mètre, c'est encore 10 fois ça. 10 fois ce rapport. 10 fois le rapport du grain de sable horizon. à l'horizon, supposé être à 100 km. Alors, toi, même comme ça parle pas tellement, mais ça montre à quel point le nanomètre, c'est extrêmement petit. Toute la vie démarre à cette échelle-là. Des petites molécules simples, ça fait 1 nanomètre en gros, hein, et c'est là qu'elle commence à acquérir toutes ses propriétés. Ces structures nanométriques sont quelque part aussi des stratégies pour avoir certaines propriétés, pour survivre, pour donner une couleur, pour sentir, pour ramper, par exemple les serpents. Des propriétés d'hydrophobie, de résistance mécanique, voilà, absolument tout. Un monde qu'on découvre maintenant grâce aux techniques, mais on s'aperçoit que tout ce qui nous paraît évident pour les poissons, pour les oiseaux, pour les plantes, pour les papillons, les plantes, les chardons, tout ça, eh bien en fait, tout ça est permis parce que la nature s'est structurée à cette échelle-là. Et tout ça avec une extraordinaire économie de moyens. Il y a 2 siècles, on découvrait les animaux entiers. Et puis maintenant, on redécouvre finalement toute la nature, simplement parce qu'on a changé d'échelle, qu'on a les moyens technologiques d'aller revoir tout ça à l'échelle nano, quoi. Donc c'est super, parce qu'on redevient des explorateurs, mais on a changé d'échelle. On a changé d'échelle. L'étude naissante des nanostructures nous fait découvrir une nature invisible à l'œil humain, qui s'est organisée différemment de notre monde technologique. La nature a développé des solutions économes, complexes et multifonctionnelles qui permettent aux êtres vivants de s'adapter sans cesse à leur environnement. Ces nanostructures leur permettent de vivre et de s'adapter aux 4 éléments: la terre, le feu, l'eau et l'air. Sur Terre, le contact avec le sol est rude. Certains terrains sont parfaitement lisses et glissants, d'autres couverts de véritables aspérités et d'autres encore s'enfoncent quand on s'y appuie. Mais comment se sont adaptés les animaux qui rampent comme les serpents? Tout le monde sait qu'ils rampent sur la terre et qu'ils sont d'une rapidité redoutable. Prenant appui sur l'extrémité de leur queue, ils sont capables de se déployer de toute leur longueur en une fraction de seconde. Mais comment peuvent-ils supporter des frottements quotidiens sur des sols pour la plupart très abrasifs et susceptibles d'arracher par frottement les particules de leurs écailles?
Serge est accompagné de Gilles Potier, spécialiste des reptiles. Les deux hommes partent à la chasse aux serpents. Ah, ça y est. C'est la couleuvre verte et jaune. Au doigté, évidemment, c'est parfaitement lisse. Dans ce sens-là, tu sens strictement rien. Non, alors que c'est un réseau de piquants. C'est vrai que quand on regarde... là, on voit rien. On ne voit pas. Ça apparaît complètement lisse. On peut voir des fois, ça a la bonne taille pour faire un peu de diffraction. Donc des fois, tu peux voir des effets colorés. Et c'est dû à ça. D'accord. Des effets irisés un peu? Oui, l'effet d'irisé. Ces effets irisés semblent indiquer la présence d'une nanostructure. Serge et Bernd observent la peau de serpent dans leur laboratoire de campagne. Ils analysent sa nanostructure. Là, les petites pointes sont parfaites. Alors ça, c'est très étonnant parce que c'est un matériau mou. Pourquoi ils ne sont pas abîmés? C'est le coup de génie, c'est que quand tu as des pointes comme ça, aux pointes là, tu as ce qu'on appelle des effets de pointe. Ça veut dire que ça se charge électriquement. C'est électriquement chargé. Et les matériaux très abrasifs comme le sable, eux aussi sont chargés. Donc en fait, il y a un effet répulsif qui fait que le serpent, on peut presque dire qu'il évite au-dessus du sable. Il le touche à peine. L'ingéniosité du vivant réussit à minimiser les frottements des animaux. Dans un même but, les ingénieurs du transport ferroviaire ont mis au point les trains rapides à lévitation magnétique. Une autre protection dont certains êtres vivants se sont dotés sur l'échelle du temps est la résistance au choc. L'escargot possède une carapace extrêmement légère, mais aussi très solide. Serge veut nous montrer quelle solution anti-choc a développé l'escargot. Voilà un très joli petit escargot. Voilà, alors on se regarde là dans les yeux et entre nous il y a plusieurs centaines de millions d'années. Et ce petit mollusque est néanmoins capable de réaliser cette coquille qui est un chef-d'œuvre de technologie. Donc en fait c'est une véritable céramique à base d'aragonite, donc qui est une des formes du carbonate de calcium, et qu'il arrive à fabriquer ici dans cet environnement à température ambiante, dans des conditions normales on va dire. Et nous pour faire la même chose il nous faut des ultra hautes températures. Et donc l'aragonite, donc cette forme de carbonate de calcium, elle se présente sous forme de petits pavés là, qui sont disposés les uns à côté des autres, et puis sur plusieurs couches comme ça. Et quand il y a un choc, eh bien, ces pavés sont reliés entre eux par des protéines, donc c'est une espèce de colle un peu souple, qui fait que quand il y a un choc, les pavés se glissent les uns sur les autres latéralement, absorbe l'énergie et ça empêche l'onde de choc de pénétrer loin dans la coquille, de protéger l'organisme. Si les nanostructures de l'escargot sont indétectables à l'œil humain, d'autres peuvent être détectées par l'iridescence, grâce à la lumière du soleil. C'est donc à travers le reflet de lumière que nous pouvons détecter les nanostructures à l'œil nu. Est-ce que les différentes espèces du vivant perçoivent les mêmes couleurs ? Alors, on peut analyser cette lumière, on peut prendre un objet comme ce que j'ai en main, un réseau de diffraction, et ce qu'on voit là, c'est la partie visible du spectre solaire. Alors, le spectre solaire est plus large, il y a des infrarouges par là-bas et il y a des UV par là, et sinon on reconnaît les teintes de Newton ici, le violet, le bleu, l'indigo, le vert, le jaune, l'orange et le rouge. Nous, c'est ce qu'on voit, nous Homo sapiens, mais il faut toujours penser, quand on parle couleur dans le monde vivant,
qu'on est les seuls à voir ça et que tous les autres organismes, parce qu'ils ont des yeux différents, des systèmes optiques différents, des rétines différentes, ne voient pas ça. Par exemple, les serpents voient beaucoup plus dans l'infrarouge, ils voient très mal dans le visible, voire pas du tout pour certains. De l'autre côté, c'est plutôt les insectes, les oiseaux qui, eux, voient très peu le rouge et qui vont voir nettement mieux le bleu, le violet et voient dans l'ultraviolet. Les fleurs ne peuvent pas se déplacer pour se reproduire. Ainsi, ce sont les insectes qui déplacent les pollens et permettent leur fécondation. Beverley Glover, professeure et directrice du jardin botanique de l'Université de Cambridge, étudie les stratégies développées par les fleurs pour bénéficier de l'aide des abeilles et autres insectes comme les fourmis. Dans mes recherches, j'essaie de comprendre comment les fleurs font pour attirer les animaux pollinisateurs et comment cela fonctionne. J'extrapole ensuite ce fonctionnement sur les autres fleurs, qui toutes attirent différents insectes, papillons, abeilles, mouches et oiseaux. Nous allons regarder comment la fleur développe ses motifs et comment les animaux y répondent. Les végétaux utilisent deux structures nanométriques différentes pour produire des iridescences que nous connaissons. La première que nous retrouvons sur les pétales de fleurs est une série de crêtes régulièrement espacées qui interfèrent avec la lumière et produisent des couleurs irisées. L'autre, qu'on trouve sur les fruits et sur les feuilles, est une nanostructure multicouche composée de parois cellulaires et de trous d'air, et qui produisent des couleurs bleues également irisées. Ici, la couleur iridescente est produite en pliant ou arquant la cuticule, la pellicule à la surface du pétale. Cette surface diffracte la lumière et vous donne un effet irisé. Nous avons montré que cet effet irisé est visible pour les abeilles, ce qui les aide à trouver des fleurs plus rapidement. C'est une excellente stratégie que les fleurs utilisent pour attirer les pollinisateurs. La nature a doté les abeilles d'un champ de vision qui leur permet de repérer cet effet irisé émis par les fleurs. Cette vision particulière repose sur une ingénierie naturelle sophistiquée. Comment perçoivent-elles ces effets ? Les abeilles perçoivent la couleur à travers les photorécepteurs de leurs yeux comme nous le faisons. C'est un œil à facettes composé d'un millier d'unités individuelles, chacune ayant un seul photorécepteur. Donc, l'œil d'abeille a plusieurs unités qui peuvent voir le bleu, d'autres qui voient l'ultraviolet et d'autres encore le vert. Ensuite, le cerveau rassemble ces signaux différents pour produire une seule image. L'équipe de Beverley a créé des fleurs artificielles qui imitent ces nanostructures. Ils les ont installées et ont calculé le temps qu'il fallait aux bourdons pour les détecter par rapport aux fleurs artificielles qui n'avaient pas cette structure à leur surface. Elle a constaté que les bourdons ont été très rapides à détecter ces lumières irisées et à y être attirés. Les phénomènes d'iridescence constatés sur les surfaces des végétaux s'observent également sur une bulle de savon. Nous avons tous observé depuis notre plus jeune âge les multiples couleurs irisées à la surface d'une bulle. Quel est le mécanisme qui permet ces effets colorés ? Ce qu'on peut voir là, par exemple, là, sur la périphérie, là, le haut, moi je le vois extrêmement violet, parce que la lumière est en incidence très oblique, et au fur et à mesure que je descends, je vois ici du bleu, et après je commence à voir du vert. L'incidence de la lumière varie tout le long de la bulle. C'est une très fine membrane d'eau qui est éclairée par une source lumineuse, le soleil par exemple. La membrane, la voilà, donc c'est une membrane, c'est de l'eau, elle a une certaine épaisseur ici, et vous avez la lumière qui arrive de cette façon-là. Alors, la lumière, c'est une onde, hein. Elle arrive ici, il y a une partie qui va se réfléchir ici sur la face avant, l'onde qui va repartir là comme ça. Il y a toute une partie qui continue son chemin à travers la membrane et qui va se réfléchir sur la face arrière. Si par exemple on regarde la tache bleue que je vois ici, eh bien ça veut dire que les rayons bleus qui se réfléchissent sur la face avant et ceux qui se réfléchissent sur la face arrière de la membrane sont en phase, donc je les vois. Et puis tous les autres, eh bien, en fait, continuent leur chemin, passent à travers.
L'utilisation de la lumière que font les fleurs et les plantes est prodigieuse. Ce n'est qu'un exemple parmi des millions d'autres. Il existe une famille d'insectes, les odonates, dont font partie les libellules et l'agrillon. Les agrillons, aussi appelés les demoiselles, utilisent l'iridescence pour exacerber les couleurs de leurs ailes, afin d'attirer leurs congénères et de faciliter la reproduction. Ils sont dotés de poils nanométriques pour s'accrocher et s'accoupler en formant un cœur. À la différence de l'agrillon, les ailes de libellule sont transparentes. Elles sont constituées d'une fine membrane extrêmement mince au point d'y voir à travers. La libellule réalise un exploit digne des plus grands illusionnistes. Comment fait-elle pour éviter les reflets et ainsi se camoufler dans le décor? Là, Très bien. on Là, va trouver tout ce qu'on veut là. ouais, Je vois déjà des agrillons ici. Ouais. Alors il doit y avoir des... Il y a des gérisses qu'on a il y a déjà des vues. gérisses, il y a une libellule. Faut pas que je l'effraie non plus. Ouais, bon, quand elle est posée, elle va pas trop bouger. Là, J'espère tout de que suite. c'est pas profond. Ouais, elle est toujours là. La feuille un petit peu, ouais, tu la vois, un peu sur ta droite. Ouais, je vois, mais il faut que je m'avance un peu. Ouais. Et c'est bon. Ouais, je l'ai. La transparence des ailes de libellule est remarquable. Elle est due à la présence d'une nanostructure anti-reflet sur les deux faces de l'aile. La membrane est recouverte d'un tapis désordonné de petits picots d'une centaine de nanomètres. Lorsque la lumière tombe sur cette surface, les rayons vont rentrer très progressivement dans le matériau et du coup diminuer considérablement la réflexion jusqu'à rendre l'aile de libellule transparente. Cette transparence va lui permettre de passer inaperçue face à ses multiples prédateurs, oiseaux, batraciens et reptiles. Cette découverte des nanostructures du serpent, de l'escargot, de la libellule ou encore des fleurs nous a permis de comprendre que toutes ces espèces élaborent des structures avec très peu d'énergie et de ressources. Nous pouvons dès lors énoncer un principe du vivant: la nature est économe. Pour aller chercher de la matière, elle va toujours la chercher justement à très petite échelle, à une échelle nano. Voilà, elle ne va pas d'abord découper et réduire un morceau de pierre à grand renfort d'énergie, mais au contraire, elle va utiliser juste les substances dissoutes. Cette approche du vivant, elle est commune à toutes les espèces du vivant. Ça leur permet d'avoir développé un réseau d'échanges tout à fait cohérent, c'est-à-dire que chaque substance qui est produite par le vivant, a priori peut être employée par une autre espèce vivante. Et donc ça permet cette fameuse circularité qui inspire aujourd'hui l'économie circulaire. Toutes les espèces sont compatibles entre elles et ça offre du coup un terrain de jeu aussi. Ce terrain de jeu moléculaire commun offre un terrain de jeu pour ensuite faire des tas de diversification et pour justement multiplier cette biodiversité. La nature est très économe car elle réutilise certains composants clés du fonctionnement végétal ou animal de base pour créer de nouvelles structures en permanence. On a vu que la pellicule luisante présente à la surface de toutes les fleurs est pliée pour créer un effet de diffraction irisée. D'une façon similaire, la couleur de certaines feuilles ou certains fruits est générée par des structures multicouches qui utilisent cette paroi cellulaire présente sur toutes les plantes. Ainsi, la plante réutilise les mêmes matériaux pour se doter de nouvelles caractéristiques. Dans le vivant, les sons sont à l'économie. Là, on entend en même temps des oiseaux. Ils font pas ça pour rien, quoi. Là, cette voiture qui fait du bruit, elle n'a pas prévu de faire du bruit. Elle fait du bruit et c'est du gaspillage. C'est du gaspillage énergétique. Plus il y a du bruit dans nos villes, le bruit signale le gaspillage, en fait, le bruit. Les sons du vivant, ils ont toujours une fonction et ils sont produits à bon escient. Et s'il n'y a pas besoin de faire de son, eh ben, on n'en fait pas. Si la biodiversité est économe en matériaux et en énergie, quelles conséquences cela a-t-il sur son organisation à l'échelle nanoscopique? Serge et Bernd sont à la recherche de papillons. À l'aide de ces petits insectes virevoltants, ils veulent nous faire comprendre les stratégies qu'ont choisies ces espèces pour créer des couleurs grâce à la lumière du soleil. Il semblerait que le processus ne soit pas le même entre la fabrication d'une couleur froide et celle d'une couleur chaude.
Tiens, Ah allez. Là, c'est un autre. Maintenant, on a fini de rigoler. Voilà. Ah oui. Hop. Parfait. Attends, hop. Et voilà. On va le mettre là-dedans. Ok, je l'ai. Super. C'est un Argus, mais alors te dire lequel là. Mais enfin, il est bleu. Hein. Ouais, Donc ouais. là, on a une belle structure. Les Argus, ça fait partie d'une grande famille, les Lycènes. Il est caractéristique d'un papillon bleu. Le maximum est dans l'ultraviolet, ça veut dire que déjà ce papillon se protège des UV. Et puis ensuite, il y a un minimum dans le bleu-vert, c'est-à-dire le maximum du soleil d'ailleurs. Et voilà. Et alors ce bleu-là, en fait, n'est pas dû à un pigment, hein, c'est strictement une structure assez compliquée. Il y a à la fois un cristal photonique qui va diffracter le bleu dans toutes les directions, et puis par-dessus, il y a une deuxième couche d'un milieu très désordonné qui diffuse encore plus ce bleu-là. Donc lui, il a choisi d'envoyer le bleu dans toutes les directions de l'espace. Hein. Les stratégies de la nature, pour moi, c'est plus intéressant que ces réalisations. Parce qu'on ne va pas refabriquer une aile de morpho. Par contre, comprendre la complexité de cette aile et voir que c'est grâce à ça que cette aile est absolument merveilleuse, qu'elle permette de faire des tonnes de trucs, elle est multifonctionnelle, etc. Tout ça avec 4 éléments chimiques. Voilà, ça c'est une stratégie intéressante. Si les êtres vivants dans la nature fabriquent les couleurs froides à partir des structures nanométriques, les couleurs chaudes, elles, sont fabriquées principalement à partir de pigments, à l'issue d'un processus tout aussi complexe. Ah regarde, l'arbre papillon là, il y a... Ouais. Il y a du noir, du jaune. Hein. Donc là, c'est du pigment partout. La chenille, elle emmagasine tout ce qu'elle mange. Il y a beaucoup de toxines dans ce qu'elle mange. Donc, il y a un bon endroit pour stocker les toxines, c'est de les mettre dans les écailles. Parce que d'abord, ça fait des couleurs. Donc ça participe à la communication entre mâles femelles ou interspécifiques avec d'autres espèces. Et puis, en même temps, comme certains sont toxiques, ont un goût très désagréable, là, du coup, ça protège l'insecte contre des prédateurs. Donc là, tu as un oiseau, il mange ça une fois, il le recrache et il ne touchera plus jamais. Donc l'espèce est protégée. D'ailleurs, celui-ci est intéressant parce que cette belle déchirure-là, ça peut tout à fait être un coup de bec d'oiseau. Hein. Voilà. Pour faire beaucoup avec peu, il faut torturer, triturer la matière, la structurer ou la désorganiser à l'extrême. Il est nécessaire de développer des architectures différentes à plusieurs échelles et niveaux de l'espace. Ces ailes de papillon en sont de bons exemples. Chacune d'entre elles est constituée de plusieurs couches superposées, qui toutes ont une fonction différente à leur propre échelle. La complexité serait-elle un autre grand principe du vivant ? Différents organismes utilisent différentes stratégies pour créer des nanostructures dans la nature. À l'évidence, chacun d'eux se tourne vers les matériaux à sa disposition. Par exemple, les plantes vont avoir recours à des stratégies communes pour créer des architectures hélicoïdales à partir de la cellulose présente dans leurs parois cellulaires. Les fleurs ont d'autres stratégies. Elles exploitent leur cuticule, leur paroi cellulaire qui est déformée pour créer des nanostructures à leur surface. Quant aux mammifères, ils utilisent le collagène, ce matériau que nous avons dans notre peau, qu'ils vont utiliser pour produire ce type de structure. Les insectes vont plutôt utiliser la chitine ou la kératine ou un mélange de protéines. Donc,
Cela dépend vraiment de l'organisme en question pour la mise en place de la stratégie en question. Et la façon dont chaque organisme va s'y prendre, comprendre les lois qui les gouvernent, exige une recherche qui implique différentes disciplines. Des biologistes moléculaires aux spécialistes des matériaux, en passant par les chimistes et les physiciens, parce que c'est un sujet très complexe et difficile à démêler. Cela signifie que les spécialistes doivent travailler ensemble. Dans l'étude des nanostructures, il est essentiel que les physiciens, des chimistes et des biologistes collaborent. C'est seulement à travers ces perspectives croisées que l'on peut décrire et comprendre ces phénomènes. Pour nous, terriens, le Soleil, symbole du feu, est pourvoyeur de lumière et d'énergie. Sans ce rayonnement, sans ce flux d'énergie, pas de vie. Pourtant, nous savons tous que rester au Soleil trop longtemps, c'est le coup de soleil assuré. La brûlure parfois très dangereuse. L'être humain utilise des crèmes solaires. Mais comment font les autres espèces animales et végétales pour se protéger des rayons ultraviolets? Gérard Largier, directeur du Conservatoire botanique national des Pyrénées, et Berndt, partent en haute montagne à la recherche de l'Edelweiss. Nous savons que l'intensité des rayons UV augmente avec l'altitude, de 5 à 10% par kilomètre. Alors comment une plante comme l'Edelweiss parvient-elle à absorber la plus grande partie de ce rayonnement et protège ainsi les cellules vitales de son pistil et de ses étamines nécessaires à sa reproduction? Comment cette plante relève-t-elle ce défi? Tu as mentionné au niveau des stratégies de survie et surtout protection contre les UV, l'Edelweiss. Oui. Est-ce qu'on le trouve ici dans cette région? Alors c'est une plante qu'on va trouver un petit peu plus haut en altitude et en particulier qui va être plus développée à des altitudes où on a un plus fort rayonnement en fait. Ce qui explique justement les adaptations qu'il a développées. Ok. On va aller chercher l'Edelweiss. On n'est pas dans ce milieu très favorable, mais tu vois, malgré tout, voilà notre Edelweiss. Ah, super. Voilà, mais on est bien. très avancé dans la saison et les tiges sont séchées. L'inflorescence ressemble encore à quelque chose, c'est une belle plante. On n'a pas le droit de l'accueillir dans les parcs et dans les réserves en fait. On va juste en prélever 2 brins pour faire les observations. Ouais. Comme ça, tu pourras regarder au microscope. D'accord. La surface des poils de l'Edelweiss est graduée de petits monticules pointus, espacés de façon régulière sur toute la circonférence du poil. La distance entre ces structures est du même ordre de grandeur que la longueur d'onde des UVA. C'est donc grâce à la paroi de ces poils qu'une partie des UV est absorbée et une autre rejetée. Les rayons UV de la lumière pénètrent dans le poil diminué et sont peu à peu absorbés par ces filaments. En bout de course, ils arrivent très atténués au niveau des cellules vitales de la plante. Au toucher, on sent vraiment ces poils que C'est très doux. on a parlé tout à l'heure. Bon, tu peux le prendre et puis on va Oui. On va retourner, redescendre. Attention. Parfait, merci. Le réchauffement climatique est une sérieuse menace pour l'Edelweiss. On estime que la température moyenne en altitude gagnera au moins 2 degrés dans les 40 à 50 prochaines années. Pour survivre à cette hausse thermique, il faudrait que la plante se déplace 300 à 400 mètres plus haut, ou qu'elle trouve d'autres lieux pour s'adapter, sans quoi l'espèce risque de disparaître.
d'autres espèces ont trouvé une autre manière de se protéger des dangereux UV émis par le soleil, soit en chaleur, soit en lumière visible moins énergétique. C'est ce que l'on appelle la fluorescence. Ah, regarde Serge, là il y a les 2 branches couvertes de lichen d'hier. Ouais. Magnifique. Ouais. Donc il y a différentes couleurs. Et tout ça, c'est la lumière émise. Donc c'est une luminescence froide. Et c'est grâce à cette lampe UV, qui est une lumière qui n'est pas visible pour nos yeux, qui va exciter les molécules qui sont dans ces lichens et autres objets, et transformer et réémettre avec une autre énergie, avec une autre longueur d'onde, et donc il peut créer la couleur que nous on voit à partir d'une lumière noire. Un coquillage qui... Alors lui, magnifique. Presque rouge. Ouais. Et là, on a des arbres, ces 2 échantillons. Là, c'est le robinier. Donc c'est le bois même à l'intérieur qui fluoresce jaune. La lumière ici, elle vient de l'intérieur du corps et elle doit passer du corps à l'air. Donc elle va dans le sens, en optique, on dit qu'elle passe d'un haut indice à un bas indice, et il y a ce phénomène de réflexion totale qui fait que la lumière ne veut pas sortir, en fait. Et donc, pour permettre cette lumière de sortir, il y a des nanostructures qui se développent en surface. Et on s'inspire des structures des insectes, d'ailleurs, pour certaines structures de LED. Ouais. Certaines fleurs fluorescent, et on soupçonne quand même que ça rend les couleurs plus lumineuses, et donc plus attractives, ou plus... ça peut être aussi un avertissement à des prédateurs, ou un camouflage, ou d'autres choses. La nature est complexe. À regarder ces multicouches nanométriques, on pourrait penser à un désordre organisé. David Garcia est chercheur en nanotechnologie à l'Université de Barcelone. Il s'inspire des nanostructures naturelles pour fabriquer des objets nanométriques comme les capteurs optomécaniques que l'on utilise dans des caméras ultrasensibles. Celles-ci permettent de filmer en basse lumière. Il nous fait part de son analyse de la complexité et du désordre structural rencontré à cette échelle. Mon champ de recherche vise à comprendre le rôle que la complexité et le désordre jouent dans ces dispositifs. Lorsqu'on fabrique des matériaux artificiels, on a tendance à préférer des modèles symétriques et ordonnés. Et en ce sens, une imperfection est souvent perçue comme une faiblesse. On va essayer de concevoir très soigneusement son dispositif, ce nano-objet, et on s'imagine que le fait qu'il soit un tant soit peu désordonné est une faiblesse. Et bien au contraire, nous pouvons exploiter le désordre pour ajouter des fonctionnalités. C'est le cœur de ma recherche. Les humains, en principe, ont tendance à préférer les modèles ordonnés et symétriques pour créer une fonctionnalité. Mais ce n'est pas la seule façon de l'obtenir. Nous pouvons aussi exploiter les imperfections à notre avantage. La complexité s'étend sur plusieurs niveaux hiérarchiques. Le plus incroyable, c'est qu'elle peut aller d'un organisme entier jusqu'à l'intérieur d'une simple cellule. L'intérêt de ces structures complexes est de pouvoir créer, à partir de molécules, une fonction spécifique. On ne fait que découvrir chaque jour des couches successives de complexité. Même une voiture de notre époque, c'est compliqué, et un écosystème, c'est complexe. Une voiture, c'est compliqué, il y a plein de pièces dedans, mais si on démonte tout et qu'on remonte tout, on a de nouveau une voiture qui démarre. Si on démonte la forêt et qu'on la remonte, tout est mort. Ça, on ne sait pas faire, quoi. Et donc manifestement, le vivant et la complexité, c'est complètement indissociable. Il y a dans ces vallées pyrénéennes un oiseau migrateur qui symbolise parfaitement la complexité et la multifonctionnalité dont est capable le vivant à l'échelle nanométrique. Le milan royal est si léger qu'il se laisse porter par le vent. Comment fait-il pour être aussi léger malgré son envergure?
Partons les observer avec Aurélie de Seine, coordinatrice de la mission Milan Royal Pyrénées. En fait, ils sont en train de prendre de l'altitude et ils profitent de courants ascendants, d'air chaud ascendant, pour monter en altitude. Et ensuite pouvoir se déplacer plus facilement. Sans dépenser l'énergie, en fait. Sans dépenser de l'énergie. C'est deux planeurs avec des grandes envergures. Et là, typiquement, on est sur un environnement idéal pour le Milan. On a les boisements, on a les prairies de fauche, les prairies et les petits villages avec les fermes. Et ça leur convient, ça, d'être si proche de nous? Oh bah là, sur 3 km², ils ont tout, les gîtes et le couvert. Ouais. Le Milan Royal, en envergure, il va faire entre 1,50 m et 1,65 m, à peu près. Pour 1 kg pour le mâle, et environ, hein, bien sûr, et 1,3 kg pour la femelle. En fait, c'est un des oiseaux les plus légers au monde, et ce d'autant que c'est une des rares espèces qui va servir de sa queue en gouvernail, et qui va le diriger. Il n'a pas besoin de battre des ailes pour changer de direction. Bon, là, on va faire assez vite parce que même si la saison de reproduction est terminée, les adultes peuvent revenir. Donc, on balaye le sol. Voilà, le nid est par là. On balaye en dessous. C'est là qu'on a plus de chances de trouver. Oh, joli. Waouh, elle est grande, hein? Regarde. Joli, joli, joli. C'est quoi? Ça, c'est une rémige, c'est les plumes des ailes. C'est celle qu'on voit comme ça, un peu écartée, des fois relevée un petit peu du bout, là, comme ça. En fait, c'est assez simple. Celle-là, ça, c'est la main. La partie noire, au bout de l'aile, c'est la main. Là, on retrouve le poignet qui est blanc. Et après, ici, on va retrouver d'autres plumes. À l'échelle nanométrique, l'élément structurant les plumes est la békératine, une protéine fibreuse que l'on rencontre également chez les reptiles. Elle s'enroule à d'autres molécules comme les mélanines ou les mélanosomes pour former de longs filaments relativement souples et surtout très résistants. Enfin, elle est constituée d'un réseau régulier de bulles d'air. Il s'agit donc d'un enchevêtrement d'air et de kératine. Voilà comment l'oiseau résout la question de robustesse et de légèreté pour lui permettre de voler. Les plumes des oiseaux ont à la fois des fonctions de structure, vont permettre à l'oiseau de garder sa température. Elles ont des fonctions de structure mécanique pour lui permettre de voler. Elles ont encore des propriétés qui leur permettent d'être pratiquement étanches, où l'eau coule dessus. Il y a des fonctions de couleur, bien sûr, de couleur et donc de communication. Voilà. Et tout ça est fait quasiment dans un matériau qui est essentiellement une protéine avec quelques ajouts, quelques pincées de sel, diraient certains, pour assurer d'autres fonctions. Et je ne les ai même pas toutes nommées, hein. Il y a des fonctions antibiotiques, il y a encore des tas d'autres fonctions. Et ça, voilà, ça c'est chez les plumes, mais on retrouve ça quasiment partout. Le Milan est un parfait exemple de la multifonctionnalité, ce grand principe du vivant. Les caractéristiques de la plume sont étudiées de près par les ingénieurs qui élaborent l'avion de demain. Le Milan est un parfait exemple de la multifonctionnalité, ce grand principe du vivant. Les caractéristiques de la plume sont étudiées de près par les ingénieurs qui élaborent l'avion de demain. Les premiers êtres vivants sont apparus dans l'eau. Pour s'y déplacer, y vivre, la capter ou l'évacuer, des structures à toutes les échelles de taille sont apparues. Les nanostructures naturelles mettent en jeu de nombreux principes physiques qui reposent sur le comportement électrique très particulier de la molécule d'eau. Le Gyrus lacustris, une punaise d'eau, a la capacité de marcher sur l'eau grâce à des poils combinant plusieurs fonctions. Ils peuvent marcher sur l'eau, mais seraient complètement incapables d'aller sous l'eau. Donc, or pourtant, les deux sont faits avec le même matériau. C'est de la chitine, les deux. Donc, comment tu peux avoir deux stratégies aussi différentes avec le même matériau? Il y a de la chimie dans cette affaire, non? Oui, c'est vrai. En fait, c'est des propriétés de surface. Donc, la surface, même si c'est le même matériau,
peut contenir des molécules qui repoussent l'eau, qui ont une propriété qu'on appelle hydrophobe. Contrairement à hydrophile, donc des insectes qui veulent plonger doivent se mouiller et donc ils sont plutôt hydrophiles. D'ailleurs, Geris en allemand s'appelle Wasserläufer et ça veut dire celui qui marche sur l'eau. Quand ils posent leurs pattes sur l'eau, ben en fait l'eau ne monte pas, tu vois, par capillarité comme sur n'importe quel matériau hydrophile, mais qu'au contraire l'eau elle est repoussée. Ouais. Et donc du coup le Geris ne rentre jamais dans l'eau. L'eau ne touche le matériau que par quelques pointes et comme le matériau est hydrophobe, ben, l'eau ne rentre pas dans les pointes. Donc en fait il touche pratiquement pas la surface de l'eau. Je ne sais pas combien ça peut peser un Geris d'ailleurs, mais enfin c'est quelques milligrammes, quoi, quelques centaines de milligrammes. 3 gouttes d'eau, ça le fait couler. Donc en fait là, c'est un autre problème, c'est évacuer cette eau qui condenserait sur les poils. Quoi. Le Geris lacustris combine 2 fonctions. Il est capable de marcher sur l'eau et son corps est entièrement hydrophobe. Le poil du Geris est un autre exemple de la multifonctionnalité à l'échelle nanométrique. C'est une façon qu'a le vivant de travailler. Nous, on travaille souvent en essayant de maximiser une fonction et du coup, on ne travaille que sur une fonction. Et le vivant, lui, souvent fait tout à la fois, quoi. Les fleurs sont toujours multifonctionnelles parce qu'elles doivent accomplir beaucoup de tâches différentes pour attirer les pollinisateurs. Elles doivent générer un signal visuel pour que le pollinisateur puisse les voir, émettre un parfum distinct que le pollinisateur peut sentir, fournir une surface adaptée pour qu'il puisse atterrir sur la fleur et en prélever le nectar. Leur nectar doit avoir bon goût. Elles utilisent souvent une combinaison de différents signaux. Elles sont donc dotées de nanostructures vraiment multifonctionnelles. Les diatomées sont des microalgues présentes dans toutes les eaux, notamment les plus froides. Elles combinent un nombre incroyable de fonctions à l'échelle nanométrique. Les 100 000 espèces de diatomées ont développé un trésor d'ingénierie pour se doter d'une carapace en verre. Ces microalgues produisent plus d'oxygène que les milliards d'arbres dans nos forêts. Quand tu fais un petit nuage comme ça, là, tout ce qui va flotter un peu, bon. Alors ça, c'est fascinant, les diatomées, pour plein de raisons. Hein. C'est le véritable puits de carbone de la planète. Hein. Comme il faut qu'il y ait des échanges, ben cette carapace, elle est percée de trous. Et chez certaines diatomées, ces trous sont parfaitement disposés, donc c'est un vrai cristal photonique qui interagit très fortement avec la lumière. Par exemple, ça se comporte comme des micro-lentilles, ça focalise la lumière sur les organes photosynthétiques de l'algue. On pense les utiliser pour les déposer sur un capteur photovoltaïque, par exemple, pour concentrer la lumière et augmenter les rendements. Voilà. Hein, donc la silice est le matériau de base des verres à carreaux qu'on utilise nous. Et nous, pour faire ça, c'est de la très haute température, hein, puisque les verres actuels, c'est 1500 degrés, plus pour certains. Et elle arrive à faire ça dans cette eau qui est assez froide, semble-t-il. Hein. Par exemple, on peut s'en servir comme insecticide pour les insectes rampants. C'est-à-dire que tu mets de la poudre, de la diatomite là, autour du pied. Et les insectes, c'est comme si nous, on marchait sur des tessons de bouteilles. Tu vois. Donc en fait, ils ne passent pas là. C'est des véritables barrières sans insecticides, sans produits chimiques nocifs. Cette capacité du vivant à trouver des solutions multifonctionnelles nous interroge, nous émerveille. À plus d'un titre, la nature nous met au défi de faire aussi bien qu'elle.
On s'est engagé dans une voie qui nous a énormément profité. On est très content de vivre longtemps, on est très content d'avoir une médecine hyper efficace, une technologie, on a nos téléphones, vous avez vos caméras, enfin voilà. Tout ça est bien, mais c'est fini ça. Ça a été basé sur un système qui n'est pas tenable. Pas tenable parce que ça a trop bien marché, on est trop nombreux, ou on va l'être très rapidement, on ne sait pas combien... On ne sait pas où ça va s'arrêter, mais enfin, la Terre est finie maintenant. Donc il va falloir changer de système. Et changer de système, ça veut dire revenir à un système beaucoup plus entre guillemets naturel. On s'est trop éloigné de ça. Aujourd'hui, l'homme est responsable de la disparition de nombreuses espèces avant même de les découvrir et les étudier. C'est non seulement dommage, mais aussi dommageable pour les différents équilibres écologiques et pour les connaissances que nous pourrions acquérir pour mieux vivre en accord avec la nature. Notre voyage au cœur du nanomonde nous a permis de comprendre 3 grands principes du vivant: l'économie, la complexité et la multifonctionnalité. Ces principes régissent les espèces vivantes de notre planète. Ils font partie des 16 grands principes initiaux du vivant. Ils caractérisent un monde en osmose avec le reste des espèces. Nous avons encore beaucoup à apprendre de cette fantastique nature qui nous entoure. L'enjeu aujourd'hui est de savoir si nous réussirons à protéger cette biodiversité, riche en enseignements et en connaissances, nous qui ne sommes qu'une espèce parmi tant d'autres. Connaître la vie, c'est la préserver.